à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui décrypte les sujets qui vous intéressent, qui vous concernent. Et on vous parle ce mois-ci de réchauffement climatique. Comment habiter durablement demain? Le changement climatique est une réalité scientifiquement démontrée. Nous allons donc devoir nous adapter et entre autres faire évoluer nos habitats, nouveaux matériaux, consommation d'énergie, d'eau, isolation, sont autant de pistes qu'il est urgent de mettre en œuvre. Alors en tant qu'habitants, que citoyens, quels sont les défis auxquels nous serons confrontés? Quelles solutions pour nous aider à rénover nos logements? Quels choix faire en matière de construction? Voilà toutes les questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Maître Alain Gautron, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire en Ille-et-Vilaine et le nouveau président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Rennes. Et en face de vous, nous avons Gwenaëlle Durand-Pasquier. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'université Rennes, spécialiste du droit de l'immobilier et de la construction et par ailleurs membre de l'Institut juridique du Conseil supérieur du notariat avec lequel vous explorez toutes ces questions liées à l'immobilier et à la construction. Je vais me tourner vers vous, Alain Gautron, pour la première question, parce qu'on est en droit de se demander si finalement, aujourd'hui, le citoyen s'inquiète de savoir ce qu'il adviendra de son logement au regard du réchauffement climatique. Est-ce que quand on pousse la porte d'une étude notariale avec l'ambition d'acheter ou de vendre un bien, on s'intéresse à ce qu'il deviendra dans 10, 15, 20 ou 30 ans ? Et oui, c'est vrai que c'est un sujet qui aujourd'hui est une préoccupation donc chez tous nos acquéreurs, et plus aujourd'hui encore que ça l'était autrefois. Autrefois, on le voyait un peu avec on va en parler un peu plus tard, donc des diagnostics de performance énergétique. Donc déjà, on avait une sensibilisation sur les consommations, mais l'information elle est plus large parce que maintenant on parle de situation naturelle, de traits de côte. Et donc, c'est une préoccupation. Les acquéreurs se projettent davantage avec ces notions de réchauffement climatique qui sont débattues quotidiennement. Donc, se projettent davantage, évidemment, dans le temps. Quel est le rôle du notaire pour peut-être prévenir les clients ? Oui, ça fait effectivement partie du rôle d'information du notaire. Le notaire accompagne le vendeur dans une obligation de transparence dans l'information sur le bien. Et de toute façon, ce devoir de conseil, il est assisté par tous les diagnostics qu'on doit produire lors des ventes. Et donc, on a des informations vraiment sur les zones naturelles, les risques naturels et tout ce qui est risque technologique donc également. Alors, c'est vrai que plus qu'un conseil, c'est une information qu'on va donner. Et puis après, c'est... encore une fois, donc, aux personnes, aux acquéreurs, aux clients, donc, de prendre leurs décisions en connaissance de cause. Gwenaëlle Durand-Pasquier, si la prise de conscience est là sur ce changement climatique qui va nous impacter, la mise en action de nouvelles pratiques, elle est un peu plus lente, on va dire. Somme toute, vous avez pointé 3 axes sur lesquels on peut agir et le législateur, par exemple, a déjà pris des mesures en matière d'aménagement du territoire, qui est peut-être un des premiers axes sur lesquels il faut réfléchir. Alors tout à fait, il y a trois pôles d'action. Le premier, c'est l'aménagement. Plusieurs outils ont déjà été mis en place, sachant qu'ils sont perfectibles et qu'ils sont évolutifs. Le premier outil, c'est le ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Est-ce qu'on peut en rappeler le principe ? Alors, le principe, c'est qu'il faut qu'on évite un trop fort étalement et il va falloir cesser l'artificialisation en fait, des sols, c'est-à-dire aller construire sur des sols qui sont naturels ou agricoles. Voilà. Donc, il va y avoir un rétrécissement de cette possibilité d'artificialisation. Et ça ne concerne pas que le logement, c'est-à-dire que ça concerne également des entreprises bretonnes qui vont très bien, qui vont vouloir effectivement étendre leurs locaux d'activité. Et il faut pouvoir étendre ces locaux d'activité, il faut pouvoir loger les prochains salariés, les employés. Donc, tout cela est très, très important. Et puis, en même temps, on comprend quand même la nécessité de ne pas avoir un territoire métropolitain qui soit complètement artificialisé d'ici 50 ans. Oui. Donc, on sait que l'artificialisation des sols aggrave aussi cette question du réchauffement climatique, finalement. Tout à fait. Il y a un problème de biodiversité, mais il y a aussi un problème d'inondation. Quand on va artificialiser un endroit, eh bien, on va effectivement générer des inondations qu'on ne connaissait pas sur d'autres parcelles. Donc, tout cela doit être pensé. Alors, c'est pensé au niveau étatique, mais ensuite, c'est au niveau régional beaucoup que c'est mis en place. Et puis, il y a des modulations qui sont faites, effectivement, entre les différentes communes. L'idée, c'est donc de stopper
l'étalement urbain et donc de plutôt densifier l'habitat. Ça, c'est un mot qui fait un petit peu peur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça pourrait correspondre si notamment on est en ville ou en tout cas plutôt dans les agglomérations? Alors, la densification, effectivement, c'est un mot qui fait peur et en même temps, lorsqu'elle est mise en place, c'est plutôt assez esthétique et c'est plutôt assez agréable. En ville, ça va correspondre au fait de construire sur les dents creuses, c'est-à-dire que vous avez 2 immeubles qui sont relativement hauts et au milieu, quelque chose qui est beaucoup plus bas, mais on va combler effectivement. Alors, on ne va pas combler de manière massive. Il y a des logiciels, il y a des ingénieurs du bâtiment et des architectes qui ont mis en place des outils qui sont assez bluffants quand on les voit, puisqu'on voit en 3D ce qui peut être construit. C'est du matériau bois. Souvent, derrière, il y a une isolation de ces bâtiments. Il y a souvent du recul pour ne pas avoir un effet de masse et de privation d'ensoleillement. Donc ça, c'est en ville. Construire plus haut, en fait, voilà, finalement. Construire plus haut, mais pas que des tours les unes à côté des autres. Voilà, c'est ça qui peut faire peur. Bon, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre du logement au-dessus du bureau, de pouvoir panacher. On a la perspective, on a entendu parler à un moment de la France moche, j'aime pas trop le terme, mais c'est assez explicite, la perspective de recréer du logement, de créer du logement dans des zones qui sont des zones commerciales. Alors, effectivement, pourquoi pas construire au-dessus de ces bâtiments commerciaux faut quand même que tout l'aménagement du territoire suive. Il faut des écoles, il faut des transports en commun, donc il y a plein de choses à mettre en place. Et puis, en dehors des centres urbains, il y a la possibilité de densifier dans les lotissements. Alors, ça peut faire peur. Mais il y a des techniques qui consistent à construire, par exemple, sur le fond de sa parcelle pour les problématiques qu'on pourrait avoir avec l'âge arrivant. Voilà, une maison plus adaptée en louant la première, ou de construire pour ses enfants, ce qu'on appelle « build in my backyard », construire pour ses enfants pour leur permettre d'aider à se loger. Alors, ça implique effectivement du travail notarial, de division de parcelles, etc. derrière, mais c'est intéressant. Et bien justement, Alain Gautron, est-ce qu'aujourd'hui, on conseille, par exemple, dans les études notariales, de vendre un bout de son terrain pour reconstruire une deuxième maison, soit pour un proche, soit pour y habiter soi-même, puisque le logement n'est plus très adapté? Est-ce que c'est des choses courantes qui se font aujourd'hui? Oui, ce n'est pas des choses qu'on conseille nécessairement, parce que ce sont effectivement l'initiative même du particulier qui va être vite contraint à densifier, justement, puisqu'on voit que les assiettes foncières sont rares, coûtent excessivement cher. Et c'est vrai qu'il y a aussi un effet d'opportunité, un effet d'aubaine, de se dire, tiens, je vais pouvoir récupérer un peu de capital en vendant mon fonds de parcelle, voire je vais permettre à mes enfants de construire. Et donc, ce sont des choses qu'on rencontre. Alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes juridiques, il y a des contraintes d'urbanisme, il y a des notions de permis de construire, d'autorisation de diviser et éventuellement de recours des tiers, des voisins. Donc le cahier des charges des lotissements qui peut poser problème. Dans les lotissements, ça pose des problèmes également. Et puis, c'est toujours un mécanisme de vase communicant. C'est-à-dire que quand on densifie, on se dit effectivement, je vais donner de la valeur sur mon fonds de parcelle, mais en revanche, je vais perdre un peu de valeur sur mon bien principal, puisque je n'aurai pas le même jardin, le même terrain. Pour revenir sur cette notion de densification, il y a un point qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on dit que ça fait peur, la densification, mais en fait, c'est jamais que revenir à ce que faisaient nos ancêtres. C'est-à-dire que la densification en milieu urbain, ce sont nos villages, nos bourgs autrefois, où toutes les maisons étaient mitoyennes. Et on a pris de très mauvaises habitudes en s'étalant dans les lotissements. Alors, on a eu des lotissements avec des terrains à 500, 600 mètres carrés. Et puis là, tout d'un coup, on est revenu à 300. On dit, c'est affreux, 300. Et puis là, on revient presque à 200, 250. Et puis, tout ça pour revenir sans doute à de la vraie mitoyenneté, à des vraies rues. Il y a une densification qui est assez saine, en fait. Alors, habiter durablement demain, c'est aussi le défi des projets d'urbanisme dans les agglomérations. À Nantes, la célèbre Tour Bretagne en est un exemple parfait. Construite dans les années 70, le bâtiment est un symbole d'une euphorie verticale propre à cette époque. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tellement la tendance. Une telle réhabilitation en région, c'est inédit pour le moment. Le reportage est signé Capucine Collin-Guillochin. 144 mètres de haut, 32 étages, 8 ascenseurs, 16 000 mètres carrés de superficie. Où qu'on se situe dans la ville, il est presque impossible de ne pas apercevoir un petit bout du gratte-ciel nantais. Livrée en 1976, la Tour Bretagne est le symbole des réalisations de cette époque, monofonctionnelle et imposante. Tout ça a été conçu à l'époque du tout béton, du tout voiture, de l'amiante aussi, qu'on va retrouver malheureusement dans la tour aujourd'hui. Et donc on était sur un concept qui maintenant paraît totalement décalé, avec 3 niveaux de centres commerciaux,
En dessous, 6 niveaux de parking et il était même prévu une station-service initialement. Et puis au-dessus, que des bureaux très institutionnels. Et c'est vrai que c'est une tour qui a difficilement trouvé son public. En effet, aucun commerce ne s'est finalement installé ici. Économiquement, le projet est un petit échec. Depuis juillet 2020, la tour est inoccupée à cause de la poussière d'amiante présente en quantité. Mais depuis 2023, la machine est relancée. Le projet de sa seconde vie est étudié. Dalles de plafond, moquettes, tout ce qui peut être réemployé sera revendu, mais surtout la structure va être conservée. De cette manière, 14 000 mètres cubes de béton et 1600 tonnes d'acier devraient être économisées. Démolir un tel ouvrage en centre-ville, qui certes, esthétiquement peut avoir été décrié, mais c'est quand même un des emblèmes de Nantes aujourd'hui, c'est sur toutes les cartes postales de Nantes, tous les Nantais y sont attachés. Donc ça nous semblait totalement inconcevable et d'un point de vue environnemental, ça aurait vraiment été un non-sens. Là, on voit bien en fait le plan type d'un niveau de bureau de la tour, donc avec son noyau en béton armé, et puis on voit les poteaux porteurs en façade. En conservant cette structure, on économise quasiment l'équivalent de 7000 tonnes CO2. C'est aussi son utilité qui a été repensée pour inscrire davantage la tour dans son environnement. Le projet prévoit de mixer l'hôtellerie, la restauration, les commerces et le logement. 200 appartements y seront aménagés. Pour ce qui est de son apparence, la sobriété est de mise. Fini les vitres fumées des années 70. L'idée, c'était de sortir de ce système très, très sombre et introverti. Et donc, les architectes ont vraiment travaillé quelque chose de plus lumineux. Et puis, il y avait aussi des enjeux de poids et d'économie circulaire. Donc, ce matériau en aluminium, en effet, est en grande partie issu d'aluminium recyclé. Et puis c'est un matériau relativement léger puisqu'on est sur une tour existante, donc il faut qu'on fasse avec ses capacités porteuses actuelles. Et on a aussi la réglementation sismique qui est apparue depuis, donc il faut qu'on arrive à limiter le poids de tout ce qu'on ramène sur cette tour. Ce projet de réhabilitation de grande ampleur est pour l'heure unique en région. Le coût du chantier est aujourd'hui estimé à 135 millions d'euros. Les travaux de désamiantage devraient débuter dans quelques semaines. La livraison de la Tour Bretagne nouvelle génération est annoncée pour 2029 au plus tôt. Voilà, rénover, réhabiliter plutôt que déconstruire, c'est un peu le deuxième axe sur lequel il faut agir. Gwenaëlle Durand-Pasquier, le législateur s'y emploie là une nouvelle fois ? Alors tout à fait, c'est après l'aménagement, le deuxième axe, c'est la réhabilitation, c'est-à-dire travailler sur l'existant. On a vu l'exemple avec la tour Bretagne. Donc il y a des textes en ce moment qui tentent de faciliter effectivement la transformation notamment de bureaux en logements. Il faut savoir que ce n'est pas très simple parce qu'il n'y a pas les mêmes normes de sécurité, par exemple, dans le bureau et dans le logement. Ensuite, je l'évoquais tout à l'heure, ça implique aussi le logement, des aménagements, des infrastructures particulières. Mais bon, cela a déjà été fait. Si on prend l'exemple de Rennes, il y a les imprimeries Auberture, par exemple, qui ont été changées en logement. Donc c'est véritablement un axe extrêmement important, ne pas s'étaler, mais aussi utiliser pour d'autres usages, de nouveaux usages du bâti existant. Ça permet d'améliorer la performance énergétique aussi, ces rénovations, forcément. Alors forcément, on fait d'une pierre deux coups. Donc l'autre dimension de la réhabilitation, c'est améliorer la performance énergétique, donc à la fois la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. On a des obligations hors résidentiel, il y a des obligations qui se mettent en place ou des incitations importantes dans le résidentiel. Mais quand on transforme du non-résidentiel en résidentiel, nécessairement, on l'a vu, on isole. Alain Gautron, on parle souvent du diagnostic de performance énergétique qui est un indicateur important aujourd'hui pour les acheteurs, pour les vendeurs également. C'est très utile selon vous. Est-ce qu'on peut rappeler comment ça fonctionne ? Oui, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu dans les logements il y a un certain temps maintenant. Au début, on trouvait ça effectivement un peu artificiel, un peu gadget. C'est les fameuses lettres A, B, C, D, E, F, G, quoi. Comme quand on achète un frigo, on a la même chose, quoi. Donc on voit évidemment si on essaye d'acheter la meilleure lettre pour avoir le moins de consommation possible. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire de dire, effectivement, essayer de trouver un logement performant qui consommera moins et dont le budget énergétique sera plus doux, quoi. Et donc c'est vrai que au fil du temps, les acquéreurs sont devenus très sensibles à ce point-là. Au début, ça nous a un peu surpris. Et puis, c'est l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet parce qu'on a vu le renchérissement du coût de l'énergie. Et puis, surtout, ces contraintes à terme ou les incertitudes, en tout cas, sur les travaux de mise aux normes. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus louer, par exemple, un logement en G, là, depuis le 1er janvier. Alors, c'est pas exactement ça. C'est vrai que au début, il y avait justement des levées de boucliers par rapport à ces limites
limitation de liberté ou la limite de la liberté de louer. Et maintenant, donc c'est vrai qu'à partir de sur la lettre G, on a une obligation de travaux, donc de mise aux normes pour pouvoir louer. Et avec quand même quelques réserves, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouvelles lois, donc le professeur Durand-Pasquier serait plus précis sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'il y a de nouveaux textes qui tiennent compte quand même de la levée de bouclier et qui disent quand même qu'il y a des cas de force majeure où on n'est pas en mesure de faire ces travaux. Puis si on retire un certain nombre du logement du marché, ça pose des problématiques. Alors, quand on sait. Il y avait ça, effectivement, c'est vrai que vous avez raison, le marché locatif. Et puis l'impossibilité, parce que parfois on est dépendant des autres pour faire ces travaux d'amélioration, et spécialement dans les copropriétés. Voilà, donc là il y a une loi qui va être promulguée qui assouplit sensiblement effectivement ces exigences en copropriété ou sur du bâti un peu ancien par exemple, qu'il convient de ne pas trop isoler au risque de créer des pathologies en fait sur la structure du bâtiment. Et quand on est dans des centres historiques, par exemple, ça peut être les normes bâtiments de France peuvent aussi contraindre un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut dire un mot de la différence entre diagnostic de performance énergétique et l'audit de performance énergétique? C'est un peu différent? Ouais, alors on dit même l'audit énergétique d'ailleurs dans le langage. Il y a le DPE et l'audit énergétique. Et l'audit énergétique est apparu comme une information complémentaire à donner aux acquéreurs lors de l'achat d'un logement. C'est-à-dire lorsque le logement est classé, mal classé, c'est-à-dire à partir des lettres E, F, G, et qu'il s'agit d'un monologement, d'une maison, donc ou d'un bâtiment tout entier, le vendeur a l'obligation, donc compte tenu de ce mauvais classement, de procéder à cet audit énergétique, qui est une expertise plus poussée, un peu coûteuse, et qui donne une information complète à l'acquéreur et surtout des coûts et des préconisations de travaux d'amélioration. Il existe des outils pour aider finalement les particuliers à réaliser ces travaux de rénovation. On parle souvent ici dans cette émission de MaPrimeRénov'. Est-ce qu'on peut faire rapidement un topo? Parce que c'est un dispositif qui change très régulièrement, Alain Gautran. Oui, c'est vrai que la fiscalité française est rarement simple et les aides sociales également sont complexes. Et donc là, on a un petit maquis de subventions, d'aides, de prêts aidés pour améliorer donc les performances, en tout cas pour financer donc le coût des travaux de mise aux normes. Alors c'est vrai qu'il y a MaPrimeRénov', qui est bien connu du grand public et qui est accessible à tous les propriétaires pour faire donc ces travaux de mise aux normes. Et puis il y avait la difficulté de la copropriété. Alors est sorti également MaPrimeRénov' copropriété. Donc on a ça. Qui est adapté, mais qui est uniquement pour les travaux de copropriété, c'est-à-dire sur les parties communes de l'immeuble, pour faire la cage d'escalier, le couloir, la toiture de l'immeuble. Et donc là, tout ça est après un peu complexe sur le montant des sommes que l'on pourra obtenir. Ce sont des pourcentages par rapport au coût des travaux. Donc un peu de cas par cas, finalement. Il vaut mieux aller consulter les sites dédiés pour savoir exactement ce à quoi on a droit et pour quel type de travaux. Gwenaëlle Durand-Pasquier, je voulais qu'on parle du troisième et dernier axe, finalement, sur lequel on peut agir. C'est la construction. Bon, alors aujourd'hui, le secteur est quand même un petit peu à la peine, il faut le dire, mais il y a quand même régulièrement des mises aux normes, enfin des mises à jour plutôt de la réglementation pour le neuf qui vise du coup à un meilleur bilan carbone de ces constructions. Oui, mais il y a peut-être un petit peu une relation de cause à effet, justement, entre les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui et puis dans le secteur immobilier et puis toutes ces normes qui sont vertueuses, on ne va pas les dire contre, mais qui sont peut-être un petit peu trop drastiques. Voilà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on est passé de réglementation thermique, on était sur une réglementation thermique 2012 qui était déjà assez forte, à des réglementations environnementales qui prennent en compte effectivement l'empreinte carbone. Cette réglementation environnementale qu'on appelle RE 2020 connaît elle-même des paliers. Et donc il faut que le monde de la construction s'adapte régulièrement à ces nouvelles normes qui sont quand même... Nouveaux usages par rapport aux énergies, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, ça prend en compte tout, de la démolition, on en a parlé tout à l'heure, à la construction, c'est-à-dire combien ça coûte de carbone de pouvoir aller construire cela. Et bien évidemment, ça a des effets vertueux qui sont qu'on voit apparaître de nouveaux matériaux, du remploi, du recyclage.
mais ceci a un coût. Voilà. Donc ça impacte effectivement directement le monde de la construction. Alors justement, Alain Gautron, est-ce qu'on devrait conseiller aujourd'hui d'acheter dans le neuf, même si on comprend que le prix est devenu un peu exponentiel, mais finalement on a plus de garanties en termes de pérennité de notre logement, de sa performance énergétique, mais aussi de l'endroit peut-être où il a été construit? Alors c'est vrai que je vous disais, ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des acquéreurs qui sont plus ou moins sensibles. L'hypersensible sur les problèmes de performance énergétique ira dans le neuf, évidemment, puisqu'on va se retrouver avec des classements A ou B sur les DPE, justement, et ensuite des budgets de consommation hyper faibles, et c'est intéressant. Donc alors d'autant plus que aujourd'hui le neuf est un peu aidé, puisqu'on a ce nouveau dispositif fiscal de donation, c'est ça? Oui, on a un nouveau dispositif de donation depuis le 15 février qui permet de bénéficier de ses ascendants, donc a priori de ses parents, d'un abattement de 100 000 € par parent pour acheter du neuf avec ses performances énergétiques. Et ce dispositif fiscal peut également servir, donc l'abattement peut être utilisé pour le financement des travaux de mise aux normes ou d'amélioration de performance énergétique. Ce sont les travaux qui sont normalement éligibles au dispositif MaPrimeRénov', MaPrimeRénov'. Et donc on retombe un peu après dans le calcul, la technique de l'obtention de ces allocations. Déjà c'est un très bon système, ce système effectivement d'abattement dans le cadre d'une donation en fait. C'est tout récent, 15 février, c'est récent, donc pour l'instant on le voit pas trop. Enfin nous dans nos études, c'est encore mais ça existe mais ça commence à se savoir. Ouais. Déjà beaucoup de choses dans cette émission, on arrive presque à son terme, mais tout de suite nous accueillons Vincent Lemay pour la chronique Actu. Bonjour Vincent. Bonjour Aurélie. On démarre par parler de crypto-actifs. La liste des sites non autorisés s'allonge. Expliquez-nous. Alors cette liste, elle est établie par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui liste les sites internet qui proposent illégalement en France soit des crypto-actifs, soit des services sur les actifs numériques. Alors, actuellement, il y a 34 sites référencés. C'est mis à jour régulièrement sur le site de l'AMF. On parle maintenant de l'accès aux comptes bancaires. Il y a quelques changements notables. Alors, si vous suspectez une usurpation d'identité ou si vous n'êtes pas sûr que vos parents, par exemple, aient pu ouvrir un compte à votre nom quand vous étiez plus jeune, vous avez désormais cette faculté de pouvoir le consulter sur votre site impôts.gouv.fr. La rubrique, c'est « Autres services » et puis vous avez un onglet qui s'appelle FICOBA. Alors auparavant, avant janvier 2025, il fallait avoir l'autorisation de la CNIL. Désormais, on pourrait s'en exonérer. Dernière info, directement en lien avec notre sujet du jour, on peut noter l'entrée en vigueur du DPE de l'immeuble. Le DPE, je vous rappelle que c'est le diagnostic de performance énergétique. Auparavant, il était obligatoire pour l'ensemble des lots de copropriété ou des maisons. Désormais, vous le retrouverez pour les ensembles immobiliers entre 50 et 200 lots. C'est à partir du 1er janvier 2025. Il faudra pour ça que votre permis de construire de la copropriété ait été délivré avant 2013. Il sera généralisé l'année prochaine à toutes les copropriétés. Merci beaucoup Vincent Lemay pour toutes ces infos. Vous restez avec nous. Place maintenant aux questions téléspectateurs. On va aller très vite. Il y en a deux. La première pour vous, Alain Gautron. Puis-je intégrer les travaux de rénovation dans mon crédit immobilier? Oui, bien sûr. Donc alors après, c'est une discussion avec la banque. Ce qui est plus intéressant, peut-être plus particulier, c'est l'existence de l'éco-prêt à taux zéro, qui permet d'obtenir un financement pour ces travaux d'amélioration de performance énergétique, effectivement. Et on a une enveloppe qui est possible jusque dans un montant maximum de 50 000 € quand même, donc c'est une enveloppe importante. Et sans condition de ressources. Sans condition de ressources et sur 20 ans. Donc alors après, il faut aller effectivement poser la question à son banquier. Merci Alain, je me tourne vers vous Gwenaëlle. Notre immeuble est mal isolé mais certains voisins refusent les travaux. Que puis-je faire légalement? Alors, si les voisins ce sont des copropriétaires, on ne peut pas leur imposer de travaux. Néanmoins, va être décidé au niveau de la copropriété de mettre en place un projet de plan pluriannuel de travaux ou pas. Et donc, ce sont des règles majoritaires. Donc, on ne peut pas obliger les voisins à isoler, mais disons que s'il y a des refus de certains voisins, ce sont des règles de majorité. Néanmoins, depuis la loi sur l'habitat dégradé de l'année dernière, il est possible qu'un copropriétaire, par exemple, se fasse autoriser par l'Assemblée générale à faire lui-même
des travaux de rénovation énergétique assez frais sur les parties communes de la copropriété, s'il s'agit par exemple d'isoler les combles ou le plancher. Voilà. Et puis si le voisin qui n'est pas d'accord, c'est mon voisin d'à côté, il existe une technique qui passe par les techniques notariales d'ailleurs, qui vont permettre d'obtenir un droit de surplomb, c'est-à-dire la possibilité d'isoler son immeuble propre en allant dépasser un petit peu chez le voisin, à condition d'avoir bénéficié d'un acte authentique qui sera d'ailleurs publié. Merci à tous les deux. Pour terminer l'émission, un petit tour de table de conclusion de vos points de vue respectifs, de notaires, de professeurs de droit. Quelle est peut-être la priorité majeure sur laquelle il faut travailler quand on parle de réchauffement climatique et d'adaptation de nos habitats ? Alors, tout converge et c'est assez compliqué, mais je dirais, moi, la sécurité. On a vu les problématiques d'inondation. C'est vrai que le recul du trait de côte pose des questions de mise en péril de certains bâtiments. Donc, la première chose, ça reste, à mon sens, la sécurité. Et puis ensuite, les gaz à effet de serre, bien évidemment, l'énergie, mais en premier lieu, la sécurité. Et pour vous, Alain Gautron ? Oui, c'est vrai que la réglementation va se durcir, donc il faut évidemment penser le futur. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect indépendance énergétique qu'il faut envisager. C'est-à-dire qu'on voit qu'avec le contexte international, le gaz particulièrement, le pétrole aussi, donc peut devenir donc une denrée rare. Donc je crois qu'il faut essayer d'anticiper ça et essayer de rester le plus possible autonome et indépendant. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois pour cette émission très constructive sur l'habitat de demain. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien.